Je vous présente Adam Schatz. Adam est journaliste, essayiste, rédacteur en chef pour les USA de la London Review of Books, et puis par ailleurs enseignant au Bard College. Et c'est à Adam qu'on doit la grande biographie de Frantz Fanon, parue à la Découverte en 2024. Comme on a vu, vous serez nombreux à avoir envie de lire à l'issue de cette conférence. Et puis donc chez Hachette, qui nous écoute, mais qu'on verra tout à l'heure et qu'on entendra, avec qui on dialoguera, qui est chercheuse en relations internationales et qui se situe dans les Cultural Studies. Je le disais, cette biographie de Fanon par Adam, sortie l'an dernier, est très utile. Elle est très utile pour nous, elle est d'autant plus utile en fait qu'elle permet de sortir Fanon d'une forme à mon avis, de culte très engoncé et aussi de citation non seulement révérencieuse mais très paresseuse en fait souvent. Donc il y a une fame Fanon, une hype Fanon. Fanon est très à la mode. C'est une icône, un peu comme Baldwin. J'ai fait la blague à Emmanuel hier en lui disant alors l'an prochain, on fait donc une soirée Baldwin, parce que là, on est sûr de faire de nouveau le plein parmi vous. Plus sérieusement, on s'est dit avec Adam en préparant la rencontre que c'était une bonne occasion aussi, dans le contexte actuel et depuis le 7 octobre, et toutes ces questions sur la légitimité de la violence, non seulement d'adresser la question de qui était Fanon, de quelle est la trajectoire de sa pensée, quelle circulation il a, qui l'a empoigné, qui l'a reçu, qui l'a bien écouté, qui l'a bien lu, qui au contraire se permet des mésusages un peu faciles et très habiles, certes, mais parfois un peu contestables. Mais ça nous permet non seulement de penser Fanon, mais aussi de penser Gaza aujourd'hui et même l'attaque du 7 octobre avec maintenant presque 2 ans de recul. Donc vous allez vite comprendre et vous découvrirez au fur et à mesure que Adam pourra déployer sa lecture et sa vision très fine de Fanon que... Bon, certains m'ont dit, alors c'est un hommage à Fanon. C'est vrai que le mot circule, là c'était écrit héritage dans le titre. C'est sans doute, enfin si c'est un hommage, en tout cas ce sera un hommage critique, un hommage distant, en tout cas un hommage non sans admiration, celle d'Adam, mais je ne veux pas parler pour lui, la mienne aussi. Et en même temps de réhistoriciser Fanon pour le resituer non seulement dans son temps, mais aussi dans ses strates propre, c'est-à-dire que tous les livres de Fanon ne se situent pas au même endroit, notamment sur la violence. Pour vous donner quelques jalons, Peau noire, masque blanc, c'est 1952, et Les damnés de la terre, c'est 1961, juste avant que Fanon meure. Fanon meurt précocement, je le rappelle, à 36 ans, c'est ça. Et puis, entre les deux, il y a une œuvre qui peut être ambivalente à certains endroits et en même temps qui a vraiment sa cohérence propre en tant que trajectoire intellectuelle et politique, celle d'un psychiatre et en même temps celle d'un activiste, d'un militant. Je disais... Fanon, une icône, comme Baldwin, comme Audre Lorde, dans un autre registre. C'est un prophète, certains le disent. Tu le dis dans ton livre, cette dimension un peu messianique de Fanon. Ça date de quand, cette aura? À quel moment, alors qu'il meurt dès 36 ans, à quel moment quelque chose cristallise? Est-ce que c'est de son vivant ou est-ce que c'est une réception posthume? D'abord, je veux remercier Chloé qui a parlé si bien de Fanon que j'hésite à parler moi-même. Et je veux remercier le public et les organisateurs de ce festival, notamment Emmanuel Favre. Je suis très content d'être ici. On n'est pas très loin de Lyon, où Fanon a étudié la médecine, où il est devenu psychiatre. Une femme qui travaille avec le collectif Fanon vient de me rappeler de ce fait. Fanon n'était pas très connu quand il est mort en 61. Il est connu dans les milieux de gauche. Il était connu par les gens qui appartenaient au réseau Janson, les porteurs de valises en France, et dans certains milieux entre guillemets tiers-mondistes. Mais c'était à la fin des années 60
quand ses livres étaient traduits en d'autres langues, dans l'anglais, l'arabe et l'espagnol, que Fanon est devenu une icône. Il était lu dans le monde arabe grâce aux traductions en Liban, par exemple. Un des fondateurs du mouvement palestinien, Fatah Abou-Iyad, Salah Khalaf, l'a lu au Liban vers 64, 65. Il était très admiratif de Fanon. Et peut-être les lecteurs les plus importants, les plus influents de Fanon à la fin des années 60 étaient les Afro-Américains, les Panthères Noires, tels que Eldridge Cleaver, qui s'est exilé en Algérie en 69, et Huey Newton. Et aussi les psychiatres afro-américains qui s'intéressait beaucoup à Fanon, pas à cause de son analyse de la violence, mais plutôt son analyse de ce qu'on appelait à ce temps-là la colère noire et la stigmatisation des Noirs, leurs expériences traumatiques à l'école, leur relation à la couleur et tout ça. Alors, c'est un phénomène posthume. Je le disais, il y a une réception un peu contrarié de Fanon, un peu complexe, avec un usage qu'on pourrait dire un peu cacophonique. Il y a une forme de cacophonie dans l'écho de Fanon aujourd'hui. Depuis un certain nombre d'années, c'est pas propre aux 2 dernières années qu'on vient de traverser, mais on lui fait dire beaucoup. Il y a un grand malentendu sur Fanon et la violence qui a cristallisé. Selon ce qu'on lit comme texte de Fanon, on ne va pas trouver la même position, la même lecture de la violence. Lui-même a évolué, ou en tout cas, il a préciser les contextes et les conditions de la violence et d'une violence légitime. Je pense par exemple à L'Enceinte de la Révolution algérienne. C'est un livre, un recueil qui paraît en 59 chez Maspero en France. Il sera réédité après sous le titre Sociologie d'une révolution. En 59, dans L'Enceinte de la Révolution algérienne, on ne lit pas de la violence, la même chose, ni que dans Peau noire, masque blanc, ni encore moins dans Les damnés de la terre et ce chapitre spécifique. Où c'est ce qu'on cite, nous, c'est un effet de citation, tu penses? La violence se trouve dans tous les livres de Fanon, y compris Peau noire, masque blanc, où il regrette que les Antillais, les Martiniquais n'ont pas réussi à faire un combat violent contre l'esclavage. Et il a fait une comparaison avec les Haïtiens. C'était une analyse très hegelienne de l'expérience antillaise. Pour Fanon, la liberté n'existe pas si on n'a pas lutté violemment pour cette liberté. C'était une sorte de liberté fausse, parce que la libération en Martinique était en quelque sorte donnée par le décret de Victor Schellcher. Et il y a aussi une analyse de la violence dans son livre sur la sociologie d'Algérie. Pourtant, c'est plus central dans les dents de la terre, dans le premier chapitre de la violence, et aussi, mais d'une façon un peu contradictoire, dans le dernier chapitre, où il parle des troubles mentaux et la guerre coloniale. Fanon était partisan de la lutte armée. Il était pour un combat violent, et pour des raisons, parce que pour Fanon, le colonialisme comme système était une forme de violence. La violence est une contre-violence. Exactement, parce que l'Algérie française n'aurait pas pu exister sans la violence, et c'était maintenu aussi par la violence. La campagne de entre guillemets, pacification en Algérie dans le 19e siècle a coûté les vies d'un tiers
des Algériens, des musulmans en Algérie. Et il y avait beaucoup d'efforts par les Algériens de gagner leur liberté par des moyens pacifiques. Et ils ont toujours affronté la résistance violente des colons et des autorités coloniales. Alors, la violence n'était pas leur premier choix. Et comme comme vous savez probablement, en 1945, après la guerre, il y avait de grands massacres à Sétif et Guelma, où des milliers d'Algériens étaient tués par l'armée française après les manifestations pour la liberté algérienne. Pourtant, il me semble qu'il y a un malentendu autour de la place de la violence chez Fanon. On a cette idée que Fanon était une sorte de prophète de la violence et qu'il prenait une violence totale, aveugle, sans discrimination morale, etc. Et je pense que ce malentendu relève de la préface célèbre que Jean-Paul Sartre a écrit pour le livre, où il dit des choses qu'on ne peut pas trouver chez Fanon. Et beaucoup de lecteurs qui ont lu Fanon dans les années 60 n'ont pas lu Fanon. Ils ont lu Sartre et puis ils ont arrêté. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple? En quoi il devient... c'est un Fanon ventriloque qu'on lit là. Oui, Sartre évoque le combat colonial comme une sorte de... comment on dit carnaval? Carnaval, oui, carnaval violente. Il dit qu'en tuant le colon, le colonisé tue en même temps l'homme qui l'opprime et l'être colonisé. Il fait deux pierres d'un coup. Et chez Fanon, il y a bien sûr un argument pour la nécessité stratégique et aussi psychologique de la violence. Pour Fanon, la violence est une sorte de thérapie de choc. Il a utilisé beaucoup la thérapie de choc dans son travail en tant que psychiatre. Et il y a certainement une analogie. Mais en même temps, et aussi en tant que psychiatre, il était très familier des blessures de la violence, pas seulement la violence du régime colonial, mais aussi de la violence anticoloniale. Et si on lit le dernier chapitre des Données de la Terre, il est impossible d'ignorer les tensions au cœur de Fanon. Il y a un aspect tragique chez Fanon à l'égard de la violence. La violence est nécessaire. On ne peut pas libérer le pays colonisé sans la violence, mais en même temps, la violence n'est pas purificatrice d'une manière simple. Il dit pourtant qu'il y a un ferment de régénération dans la violence. Tu disais thérapie de choc et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une renaissance organique dans la violence. Est-ce que, par exemple, la lutte au sein du mouvement révolutionnaire algérien entre partisans du MNA, partisans du FLN, ça l'a, j'allais dire traumatisé, alors il faut que je fasse attention avec le trauma au sujet de Fanon, mais est-ce que ces écrits portent aussi la marque de ça, de ces affrontements je disais, les années de la Terre, c'est 61, donc il l'écrit un peu avant, mais on est à la fin de la guerre d'Algérie qui démarrait en 1954, donc les affrontements ils sont antérieurs, l'éviction de Messali est avant. C'est une question complexe parce que dans la préface de l'enceinte de la révolution algérienne, il fait allusion à un massacre commis par le FLN contre les combattants du MNA. Pas simplement des combattants, mais aussi des centaines de civils, le fameux massacre de Mélouze. Et
quand Fanon est arrivé à Tunis en 1957, son premier boulot en tant que porte-parole du FLN, c'était de dire que c'était les Français qui ont commis ce massacre. Mais Fanon savait bien que ce n'étaient pas les Français. Pourtant, dans son livre publié en 1959, il fait allusion à ce massacre et il dit que certains soldats, certains de nos frères, ont fait des choses, ont exprimé une brutalité presque physiologique. Alors, il y a une sorte d'aveu, à mon avis. Mais pour la plupart, il a partagé les positions du FLN contre le MNA. C'est plutôt les luttes internes dans le FLN qui l'a troublé. Et je pense que le moment le plus important pour lui, le plus difficile qu'il a vécu à Tunis, c'était le meurtre de Aban Ramdan, qui était un leader très important dans le FLN, dans le mouvement en Algérie, qui était l'architecte du congrès de Soumam en été 1956 et qui prenait la primauté de la politique sur les militaires. Et Aban était tué par ses frères en 1957 au Maroc, 6 ou 7 mois après El Moujahid, le journal que Fanon a rédigé avec ses camarades, a publié un papier annonçant que Aban Ramdan est mort sur les champs d'honneur. Et Fanon savait bien qu'il a été tué par ses camarades. Et en plus, il avait peur. Est-ce que c'est pas de ce meurtre-là dont parle Simone de Beauvoir quand elle raconte qu'il est perturbé, qu'il est peut-être clivé, en tout cas qu'il ressent une forme de malaise vis-à-vis de la violence infra-révolutionnaire? Oui, dans ses mémoires, dans La force de circonstance, La force des choses, je suis désolé, dans La force des choses, Beauvoir évoque 2 ou 3 meurtres que Fanon, qui a beaucoup affecté Fanon, le meurtre d'Aban, le meurtre de Félix Moumié, le révolutionnaire camerounais, un autre ami, et l'assassinat de Lumumba. Et Fanon était au Congo quelques semaines avant le kidnapping, l'enlèvement de Lumumba. Et il a eu un rapport très complexe avec Lumumba parce qu'il était très proche de lui. Ils se sont rencontrés à Accra en 1958. Il a beaucoup admiré Lumumba. Pourtant, quand il est arrivé au Congo, il représentait le GPRA, le gouvernement en exil, le gouvernement exilé du FLN. Et à ce temps-là, le FLN avait décidé de ne plus soutenir Lumumba parce qu'ils s'inquiétaient de leur position à Tunis. Les autorités tunisiennes n'ont pas aimé Lumumba et en plus, les Algériens étaient très conscients du soutien et de leur relation avec les États-Unis parce que les États-Unis voulait en quelque sorte soutenir l'indépendance de l'Algérie parce qu'il savait que s'il ne le soutenait pas, peut-être l'Algérie deviendrait un client soviétique. Alors, quand Fanon était là, au Congo, il ne pouvait pas vraiment soutenir Lumumba. Je parlais d'une lecture, d'une circulation, d'un écho, d'une aura un peu hystérique, un peu romantique aussi. Mais est-ce que
finalement, dans l'idée que Fanon serait ce prophète d'une hyper-violence absolue, aveugle et sans retenue, ont un on collectif, un on colonial aussi. On projette pas aussi, où on a projeté nos fantasmes. Fanon est aussi cet homme noir né en Martinique. Est-ce qu'il y a une lecture de Fanon, y compris soi-disant positive, appropriée, habile, je le disais, qui est aussi liée en fait à la manière dont on peut recevoir, accueillir un intellectuel noir dans les années 50? Non, je suis complètement d'accord. Fanon était un prophète de violence dans le sens que Fanon a souligné qu'un système d'une extrême violence, comme le colonialisme, ne peut qu'engendrer une contre-violence. Alors, dans ce sens, oui, il était prophétique. Et en plus, il croyait en la nécessité de violence pour des raisons stratégiques, mais aussi psychologiques. Pourtant, ce n'était pas un homme violent, et à mon avis, c'était son humanisme radical qui le définissait plus que sa croyance en la violence. Il n'y a que 2 chapitres sur la violence dans ses écrits. Il a parlé de beaucoup d'autres choses. On vient d'assister à cette performance de Betty, qui était très puissant, et elle parlait et on voyait les rapports entre le corps et l'oppression, la mémoire collective et la résistance culturelle. Ce sont des sujets que Fanon a abordés avec éloquence. Pourtant, on ne parlait que de son rapport avec la violence. Pourquoi? C'est intéressant parce que quand on parle de Jean-Paul Sartre, qui a défendu des thèses beaucoup plus violentes, on n'évoque pas Sartre comme un homme violent. Alors, oui, à mon avis, sa race a quelque chose à voir avec ça. En Peau noire, masque blanc, il a dit que dans l'imaginaire occidental, dans l'imaginaire raciste, l'homme noir représente le biologique, incarne les pulsions violentes, irrationnelles, etc. Et à mon avis, pas seulement pour ceux qui le détestent, mais aussi pour certains qui font ses éloges, Fanon est une sorte d'écran où ils projettent leurs fantasmes. Et ce sont des fantasmes raciaux, en quelque sorte. Tu dirais toujours ça aujourd'hui, ou tu dis ça d'une histoire de sa réception? De l'histoire de sa réception, oui. Qu'est-ce qu'il dit exactement sur la violence envers les civils? Parce qu'il a une lecture stratégique de la violence, d'un usage de la violence en contexte de guerre coloniale, de guérilla aussi. Mais est-ce qu'il parle de la violence à l'égard des civils spécifiquement? Parce qu'il a été beaucoup mobilisé, d'ailleurs ton livre a été aussi mobilisé à ce moment-là, post-7 octobre, notamment parce que l'attaque du 7 octobre était une attaque exercée en contexte colonial, celui de l'occupation d'Israël. Je pense que pour Fanon, dans un contexte colonial, la violence contre les civils est presque inévitable à cause des rapports entre les dominés et les dominants. Il ne s'adresse pas explicitement à cette question, est-ce qu'il est légitime de cibler les civils? Ce n'est pas quelque chose à laquelle il s'adresse. Pas didactique. Non, ce n'est pas didactique. Pourtant, quand on lit par exemple le dernier chapitre des Dents de la Terre, guerre coloniale et troublement. Exactement. Il y a des histoires tourmentées de violence contre les civils.
contre les civils par le régime colonial, mais aussi il y a des anecdotes de violence entre les civils européens et algériens. Par exemple, il y a cette histoire assez célèbre de la conversation que Fanon a tenue avec deux jeunes Algériens, 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, qui ont tué un de leurs meilleurs amis, un Européen. Et ce n'est pas quelque chose que Fanon célèbre. Pour lui, c'est un symptôme de la tragédie du colonialisme. Est-ce que ça t'a surpris, cette mobilisation de Fanon par rapport à Gaza et par rapport au Hamas depuis 2 ans? C'est une chose que je comprends et c'est une chose qui est légitime. Fanon est pertinent. On ne peut pas opprimer un peuple comme le peuple palestinien, et en particulier le peuple de la bande de Gaza, sans produire une réaction violente. Alors, à mon avis, je ne peux pas parler à la place de Fanon. C'est un homme mort. On lui fait dire beaucoup. Et c'est un homme qui n'a jamais parlé de la Palestine. Il n'en a jamais dit un seul mot. Non, alors non. que la Nakba, c'est 1948, Non. Il meurt en 61, il y a 13 ans, il n'en parle pas. Mais il n'était pas exceptionnel parce qu'il y avait très peu de gens dans la gauche, et il faisait partie d'une gauche qui parlait de la Nakba et qui parlait de la question palestine en 61. Il y avait Jacques Berck, il y avait Maxime Rodinson. Bien sûr, c'est une question qui hantait les Algériens. Mohamed Harbi et plusieurs Algériens ont parlé beaucoup de la centralité de la question palestinienne dans la lutte algérienne. Et ça relève aux années 30. Messali Haj, qui était le fondateur du nationalisme algérien, écrivait beaucoup sur la Palestine dans les années 30. Mais très peu de gens dans la gauche en parlaient. Alors, sûrement, après 67, Fanon aurait été obligé d'aborder le sujet, mais il est mort en 61. Tu commençais tout à l'heure à évoquer les traductions, les circulations de Fanon, son exportation, son importation par Che Guevara, par exemple, qu'il fait traduire, par d'autres guérillas latino-américaines. On sait qu'il y a un leader ougandais de la révolution indépendantiste ougandaise qui a fait une thèse qui mobilise Fanon. Mais spécifiquement sur... Et le leader du Ouganda, un dictateur. Et sur, à cette époque-là, contemporaine de Fanon ou juste après, dans les camps palestiniens, dans les camps d'entraînement du FDLP, un peu après sa mort, il circule. C'est-à-dire qu'on lit Fanon, c'est comme une... Est-ce que c'est la bibliothèque naturelle des émancipations ? Oui, il était, on peut dire que Fanon, dans les camps en Jordanie, en Syrie, au Liban, il était palestinisé. À la fin des années 60, le but... Ils le lisent dans quelle langue ? En arabe ? Ils le lisent en arabe. Et donc il circule en arabe ? Oui, absolument. Les Dents et la Terre est traduit, sont traduits au Liban en 64. Et peu après, le livre est lu dans les camps. Et le but stratégique de la violence dans la lutte palestinienne, c'était de transformer un peuple de réfugiés qui ont perdu leur terre, de les transformer en soldats. Et alors Fanon... dans une subjectivation qui passe par la lutte armée. Exactement. Il savait qu'il était impossible de battre cet État très puissant sur les champs de bataille. Ça, c'était impossible. Mais c'était possible, en revanche, de transformer les mentalités
des réfugiés palestiniens et de leur donner de l'espoir, un sens de pouvoir, un sens de ce qu'on appelle en anglais agency. L'agentivité, le pouvoir d'agir. Et il y avait une bataille très importante en Jordanie en 68 où les soldats de Fatah ont affronté pour la première fois les soldats israéliens. Beaucoup de Palestiniens sont morts, ont trouvé leur mort dans ce combat, le bataille de Karameh. Pourtant, le résultat de ce combat, c'est que le OLP a réussi à recruter des milliers de gens. Alors, on peut dire même que ce combat était vraiment un combat fanonien. Et en même temps, il y a d'autres usages, y compris sur la question Israël-Palestine, d'autres usages. Il y a par exemple ceux de Lanzmann. Lanzmann aussi a fait... c'est pas des citations, il s'est approprié Fanon, et y compris une lecture à la fin un peu perverse, peut-être. Qu'est-ce que tu dirais? Oui, Lanzmann. Claude Lanzmann, réalisateur de Shoah notamment. Oui, Lanzmann, il a connu Fanon, il l'a rencontré à Tunis quand Fanon était très malade d'un leucémie qui allait le tuer en 61. Et il a parlé avec Fanon aussi à Rome quand Fanon est venu pour passer quelques jours avec Sartre. Mais Lanzmann a essayé d'appliquer les idées de Fanon sur la violence au sionisme. Oui, parce que pour lui, le Sahel, l'armée israélienne était un exemple d'une lutte qui a donné de la force, un sens de puissance à une population qui a failli être exterminée dans les camps de la concentration. Lanzmann, oui, c'était un défenseur inconditionnel d'Israël. Il a même fait un film sur le Sahel qui était intitulé Sahel. Je trouve que son analyse de Fanon est très partisane. Ce n'est pas une analyse que Fanon aurait partagée. Et en plus, biaisée même. Et en plus, il me semble que l'analyse de la violence chez Fanon dans le cas de Lanzmann est très sartrienne. Parce que Lanzmann a suivi la préface de Fanon. Mais il y a plusieurs gens de cette génération qui étaient très inspirés par les écrits de Fanon. Un autre exemple est le philosophe Jean Améry, qui a survécu les camps de concentration. Et en 69 ou 70, il a publié un papier très intéressant dans les temps modernes, où il a dit que la violence des opprimés, soit colonisés, soit les victimes des nazis, cette violence n'est pas la même violence des opprimeurs. Et Améry, dans les temps modernes, écrit qu'il le dit depuis son retour d'Auschwitz. Oui. Fanon est psychiatre, et puisqu'il est psychiatre, tu dis aussi que chez lui, ça reste vrai que le colonisé est un persécuté qui se rêve en persécuteur. Ouais. C'est pour ça qu'il faut introduire beaucoup de complexité pour lire Fanon, parce que c'est pas seulement l'intellectuel qui a la pensée de la stratégie de l'armée de libération nationale algérienne. Ouais. C'est aussi le psychiatre qui adresse aussi les questions depuis sa pratique clinique et sa pensée du sujet. Ouais. Sujet colonial, certes. Non, il a compris qu'il y a un aspect sombre et troublant de la violence anticoloniale, même
s'il la défendait. Et à mon avis, il y a beaucoup de parallèles entre le soulèvement en Philippeville de 55. Pendant la guerre d'Algérie, un grand nombre de morts qui était un massacre. Côté Pieds-Noirs. Oui, c'était un massacre des civils exécuté organisé par deux leaders du FLN. Et les événements du 7 octobre, parce que le 7 octobre, on a assisté à un soulèvement militaire avec des cibles légitimes, des soldats, des bases israéliennes, mais c'était en même temps un massacre contre les civils. Qu'est-ce que Fanon aurait dit du 7 octobre? Est-ce qu'il aurait fait une distinction entre l'attentat contre les militaires et les massacres qui ont eu lieu après? Je ne peux pas dire. Si on lit Fanon, on peut atteindre les deux conclusions. Et à mon avis, le texte de Fanon est un texte assez ouvert. Ce n'est pas un texte dogmatique. Et c'est à nous d'interpréter Fanon avec nos propres convictions morales et politiques. Ce n'est pas une carte qu'on suit fidèlement pour savoir... Ni un catéchisme. Oui. Tu cites Philippeville, donc ce massacre en 1955, mais il y a d'autres points communs aussi entre la violence infligée à Israël, au territoire palestinien et actuellement en particulier à Gaza, et la violence coloniale de l'Algérie française, mais pas seulement, aussi de la France, de l'armée coloniale en situation de soulèvement, donc de 54 à 62. On peut dire que un des points communs, c'est une société, dans les deux cas, finalement, qui s'érige sur les ruines d'une autre société. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et je pense qu'il faut rappeler que c'est un peu imprécis de parler des Gazaouis, parce que la plupart des gens qui habitent dans la bande de Gaza ne sont pas des Gazaouis, ils ne viennent pas de Gaza, ils viennent des villages dans le sud d'Israël. Alors, quand les entre guillemets Gazaouis regardent avant 48, tu veux dire, avant 1948. Oui, exactement. Mais quand ils regardent les villages aux frontières, les villages qui étaient ciblés le 7 octobre, ce sont leurs anciennes maisons. Et je pense qu'il faut rappeler ça. Il y a un autre point commun aussi, c'est la déshumanisation. Dans un contexte de génocide aujourd'hui, et à l'époque en Algérie, la France coloniale a déshumanisé les combattants du FLN. Aujourd'hui, il y a une déshumanisation, l'usage d'un vocabulaire zoologique, enfin d'une comparaison aux animaux. Il y a l'idée explicite de réduire en cendres, alors soit les Palestiniens, soit les Iraniens, ça dépend. Oui, par exemple, l'ancienne ministre de Défense, Yoav Gallant, juste après le 7 octobre, c'était peut-être le 7 octobre ou le 8 octobre, il a dit ce sont des animaux et nous agissons en conséquence. Et oui, c'est Fanon qui a dit, qui a écrit dans Les Dents de la Terre que le langage colonial est un langage zoologique et que le colon se réfère constamment au bestiaire. Et Fanon a écrit aussi dans ce livre où c'était l'an 5 de la Révolution que la répression coloniale a tendance à évoluer à acquérir les dimensions d'un génocide authentique, les allures d'un génocide authentique. Et c'est ce qu'on voit à Gaza.
Avant qu'on rejoigne Sheila, et bonjour Sheila qui nous entend, j'avais une question. Est-ce que Fanon se définissait comme algérien ? Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire dans la mobilisation pour la Palestine Est-ce qu'à un moment, il y a eu ce geste d'autodéfinition, de se saisir depuis l'objet de sa lutte ? Oui. Il y a un aspect qui est similaire. C'est que la cause palestinienne a une place dans l'imaginaire, comme la place de la révolution algérienne à cette époque. C'est un symbole d'un peuple qui résiste à l'oppression, qui lutte pour leur liberté contre une violence inouïe, et qui représente en quelque sorte les aspirations universelles à la liberté. Ça, c'est la similarité. La différence, c'est que Fanon avait ses propres raisons pour se définir comme algérien. Ce n'était pas simplement nous sommes tous des Algériens, nous sommes tous des Palestiniens. C'était plutôt un désir d'appartenance manqué, parce que c'est un homme qui est allé en Algérie en 1953. Il a passé 3 ans là-bas. Il était très ému par les combats des Algériens. Et pour Fanon, les Algériens ont réussi où son peuple avait échoué. Ils avaient gardé leur identité, leur résistance culturelle. On peut dire qu'il est tombé amoureux des Algériens et de l'idée de l'Algérie. Et alors, quand il a écrit son premier livre sur l'Algérie, L'enceinte de la révolution algérienne, il a commencé à se définir comme Algérien, nous les Algériens. Et c'était une sorte de fantasme. Il y avait quelques Algériens qui l'ont accepté comme Algérien. Et en plus, il faut rappeler que les militants et les soldats que Fanon a rencontrés et avec qui il était proche étaient des militants de gauche qui l'ont accepté, comme les Espagnols ont accepté les étrangères qui sont allés en Espagne pour battre contre le fascisme. Mais il y avait en même temps beaucoup d'Algériens qui le regardaient comme un étranger charismatique, passionnant, mais il n'était pas musulman, il était athée, il n'était pas arabe, c'était un noir. Alors, son histoire en Algérie et en Tunisie, c'était complexe parce qu'il n'était pas complètement accepté. Et il y a un effet de période aussi, sans doute, parce que lui, nous, les Algériens, c'est contemporain de la Révolution pour l'indépendance, mais c'est pas contemporain de l'État FLN après l'indépendance, après le reflux des Pieds Rouges, par exemple, qui rentre en France, après un moment où l'altérité s'exprime plus drastiquement. Et il est mort avant l'indépendance et on ne peut pas savoir ce qui aurait été passé avec lui dans une Algérie indépendante et surtout après le coup d'État de 1965. Bonsoir Sheila, est-ce que vous nous voyez? Oui, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. On vous entend, toute la salle vous entend. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent attentivement. Et ça y est, on vous voit. Merveilleux. Alors je vous présente Sheila Chek. Donc Sheila est chercheuse en relations internationales. Elle travaille aussi sur les écologies décoloniales et elle travaille en relations internationales depuis les écologies décoloniales. Elle est notamment à l'origine avec d'autres d'une revue qui s'appelle Pluriverse, dont on va parler un peu plus tard, mais je trouve que ça fait beaucoup de sens d'être rejoint maintenant par Sheila, qui malheureusement n'est pas parmi nous, parce que précisément, vous entendiez ce qu'on disait jusque-là, Sheila ?
Oui, merci. Et donc précisément cette discussion, on a essayé de l'articuler autour de la réception de Fanon et de sa circulation, de son appropriation. Et justement, Sheila a publié dans un ouvrage collectif qui s'appelle Terre et liberté au lien qui libère, un texte qui s'appelle « Réenchanter la terre damnée depuis Ramallah ». Et je trouvais que ça avait beaucoup de sens d'entendre Sheila aujourd'hui sur la manière dont Fanon peut encore outiller aujourd'hui et peut outiller aussi dans une trajectoire intellectuelle. Peut-être juste avant vous allez discuter entre vous et puis moi j'ai des questions pour vous Sheila, mais est-ce que, juste une question pour Adam à laquelle qu'on va adresser à Sheila ensuite, est-ce que la terre, elle a beaucoup de place chez Fanon, dans les écrits de Fanon? Est-ce qu'il y a y compris un lien organique, une pensée écologique de ces combats? Oui, je pense je pense qu'il y a une dimension territoriale. Il parle beaucoup de la confiscation des terres décolonisées, de la relation entre les paysans colonisés et leurs terres. Et en plus, il parle beaucoup de l'imaginaire colonial où les colons regardent les colonisés comme presque comme la nature, comme les arbres, une sorte de scène, pas des êtres humains réels. Et oui, il y avait certains accents proto-écologiques dans ce livre. Et Sheila, vous, qu'est-ce que permet Fanon quand on écrit depuis les écologies décoloniales? Oui, bon, merci pour commencer. Merci pour l'invitation. Merci à Emmanuel, Chloé, Adam. C'est vraiment bizarre parce que je vois pas l'audience, le public. Je vois Chloé et Adam depuis l'écran de Chris, le technicien. Merci à Chris. Donc, c'est un peu bizarre et je m'excuse si je suis pas totalement à l'aise. Oui, je vais arriver à votre question, mais avant de ça, je crois que c'est important parce que moi, quand vous avez dit, mon travail, c'est autour de l'écologie décoloniale et je parle de la terre, la relation entre la terre avec majuscule et la terre comme sol en minuscule. Et depuis la perspective de la théorie décoloniale. Donc, c'est important que j'explique un peu depuis où je parle, parce que ça, c'est quelque chose de super important pour la théorie décoloniale. Donc, j'ai enseigné les études postcoloniales et décoloniales à Londres avant de venir à Paris. C'est 3 ans que j'enseigne la politique internationale depuis une perspective décoloniale. Et c'est juste important, je crois, de souligner que avant tout, mon métier, c'est enseignant, c'est de diagnoser, d'expliquer un peu comment la pensée de quelqu'un comme Fanon, on peut le situer dans les époques, les mouvements académiques, universitaires, mais aussi que la théorie décoloniale, c'est quelque chose qui vient vraiment des lieux, c'est vraiment place-bound, comme on dit en anglais, mais c'est aussi quelque chose qui vient vraiment des expériences, des savoirs, connaissances des damnés de la Terre, pour évoquer la pensée de Fanon. Donc, oui, est-ce que Fanon peut nous aider avec les questions d'écologie? Ça, c'était votre question? Qu'est-ce qui vous permet, comment il vous outille? Oui, ok, c'est super important de poser la question comme ça, que c'est quoi les utiles de Fanon, parce que comme Adam a dit, et je suis totalement d'accord, il n'est pas un prophète, il n'est pas, je sais pas, une sainte, on n'a pas besoin de lire les écritures de Fanon comme les Bibles, les choses écrites en pierre. Et il y a beaucoup des utiles. Comme Adam il vient de dire, il y a la question de la terre. Évidemment, c'est là dans le travail de Fanon. C'est pas normal que les gens lisent Fanon comme quelqu'un
comme un écologiste, en fait. Il n'est pas écologiste du tout. Si on pense d'écologie dans le sens d'avoir une reconnaissance des liens entre les humains, les non-humains, pas du tout. Il est totalement anthropocentrique. Il a une relation totalement utilitaire vers la terre, vers les ressources naturelles. Mais en même temps, si on revient à son travail, on peut voir que la question de la terre et des ressources naturelles sont là, vraiment au centre. Il y a plein de citations qu'on peut trouver dans Les Damnés de la Terre. Je lis juste un. Pour le peuple colonisé, la valeur le plus essentielle, parce que le plus concrète, c'est d'abord la terre. La terre qui doit assurer le pain et bien sûr la dignité. Donc c'est là. Donc même si on peut le nommer un type d'écologiste faible, si on prend conscience qu'il était anthropocentrique, tout ça, mais il y a beaucoup d'utiles qui sont là dans son travail pour la question de souveraineté des ressources, pour en fait changer, repenser ce qu'on maintenant on appelle la politique écologique. Évidemment, il n'y avait pas cette norme, cette appellation à ce moment-là, mais c'est déjà là dans son travail. Donc ça, c'est le point de départ. Que, en fait, si on trace les routes, les parcours des études postcoloniales à un côté et les études environnementales, écologistes, les eco-criticism par exemple, ils étaient vraiment séparés jusqu'à environ, dans le monde anglophone, environ 2005. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup des universitaires, des chercheurs dans le monde plutôt de la littérature qui avaient commencé à dire, OK, pour mieux comprendre les luttes anticoloniales et les questions de l'écologie, la libération écologique maintenant, dans le moment contemporain, on a besoin de revenir à ces penseurs, ces militants comme Fanon, comme Cabral, comme les autres, pour faire une analyse à longue durée, en fait. Sheila, juste avant cette conférence, malheureusement, vous avez raté un grand moment. On a eu une conférence dansée d'une chorégraphe qui s'appelle Betty Chomanga. C'est extraordinaire et notamment c'est parfait parce que elle essayait de raconter son travail, sa méthode de travail, sa manière, ses inspirations, ses carnets. Elle nous a un peu ouvert, elle a incarné sur scène ses carnets de recherche de ses créations. Et elle a cité notamment Malcolm Ferdinand, avec qui vous travaillez, puisque vous partagez l'Observatoire Terre-Monde, qui a donc publié le numéro 1 d'une revue nouvelle qui s'appelle Pluriverse, qui est une revue d'écologie décoloniale. Et si je cite Malcolm Ferdinand, c'est parce que Betty Chomanga venait d'en parler, mais lui, par exemple, a travaillé, a montré, notamment avec le chlordécone, combien la situation de colonialité, le colonialisme, est une intoxication des hommes, des terres et des esprits en même temps. C'est cette triple violence-là. Est-ce que c'est ça, une terre damnée ? Parce que vous inversez évidemment le livre de Fanon, c'est Les damnés de la terre, 61, et vous inversez la proposition en disant réenchanter la terre damnée. C'est quoi une terre damnée, Sheila ? Ouais. C'est une bonne question, merci. Mais juste avant de répondre, je vais rebondir un peu de la discussion avant de dire. On vous écoute. Oui, la terre damnée, c'est la terre qui est damnée par la colonisation. Si on pense à la colonisation, on doit partir du fait qu'en fait, la colonisation en général, c'est un crime contre l'environnement. À travers de la colonisation, à travers de l'histoire, c'est toujours une violence contre l'environnement et évidemment contre les gens qui habitent dans cet environnement. Les gens qui ont multiples relations avec la terre, avec la nature, avec les autres êtres, les êtres vivants, pas vivants. Donc, j'ai juste pensé pendant la conversation avant, il y avait cette question de la légitimité de la violence contre les civils.
Civil, merci. Je m'excuse pour mon français. Tout va bien. Mais dans ces discussions avec ce qui se passe à Gaza, on oublie de poser la question, c'est quoi la légitimité de la violence contre la terre, contre l'environnement qui en fait fournir les moyens de vivre des gens et l'environnement et l'empoisonnement de l'environnement qui est une autre manière de tuer les gens. Donc, c'est vraiment une question des échelles de la violence. C'est ça qui m'intéresse. Mais pour revenir à votre question, la terre damnée, oui, ça vient d'un projet que j'avais fait avec une collègue à Londres, Rose Gray. On a fait un projet collectif. C'est important de souligner ça parce que, à mon avis, quand on parle de l'écologie décoloniale, ça doit être un projet collectif. On ne peut avoir les auteurs singuliers dans ce contexte. Et on avait dit, OK, on avait rassemblé beaucoup d'artistes qui est lié à votre remarque sur l'artiste que vous avez entendu avant. Et on avait dit, OK, on a fait la proposition que même si Fanon était, comme j'avais dit, il était anthropocentriste, tout ça, il n'était pas encadré comme écologiste. Même malgré tout ça, si on a envie de comprendre, de mieux comprendre aujourd'hui l'expérience, mais aussi les savoirs, les luttes des damnés de la terre, les gens qui Fanon nomme, appelle les damnés de la terre aujourd'hui, mais aussi historiquement, on a besoin de diagnoser le fait que c'est la terre aussi qui est damnée. C'est la terre qui est damnée par la colonisation, comme par exemple à travers de l'empoisonnement, comme vous évoquez, mais aussi c'est les relations entre les humains et les non-humains, les relations écologiques, on peut dire maintenant, entre les humains et la terre, et le territoire qui est damné, qui est détruit par la colonisation. Donc, au-dedans de ça, évidemment, la question de l'usage de chlordécone, c'est partie de ça, parce que c'est la destruction d'un environnement healthy, en bonne santé, et ça résonne beaucoup avec un continuum colonial de l'empoisonnement colonial partout. Il y a beaucoup des exemples comme l'utilisation de Agent Orange en Vietnam, l'herbicide qui détruit l'environnement des Viet Cong, par exemple, ou on peut pas penser à même Fanon, il a parlé de l'utilisation de DDT, l'insecticide, pour tuer les insectes qui amènent malaria, tout ça, les diseases comme ça. Donc oui, cette question de l'empoisonnement, c'est vraiment partie de cette recherche, ces projets autour de la terre damnée. C'est Arturo Escobar qui dit que la Palestine, c'est aussi le nom propre d'un projet d'émancipation qui doit dépasser la Palestine. C'est qu'il y a un continuum de l'émancipation aussi. Est-ce que est-ce que c'est la lutte palestinienne qui s'écologise aujourd'hui et c'était moins le cas avant? Est-ce qu'elle a toujours été avec une perspective aussi des relations écologiques aux non-humains? Comment vous voyez ça? Comment la capillarité se fait aujourd'hui entre les mobilisations? Oui, je crois qu'on ne peut pas dire que le contexte d'expérience en Palestine s'écologise maintenant. C'était depuis longtemps que c'était une question écologique. C'est le fait que la terre était volée. Bon, si on commence avec le début du colonialisme, il n'y a aucune raison pour commencer là, mais on peut. C'est la violation, le vol de la terre. Il y avait évidemment les pratiques de résistance. Il y a, par exemple, le Nakba 1948, qui, dans la vie de certaines personnes, c'était un événement à ce moment-là. Mais on peut dire non, le Nakba, c'est un processus continuel qui a duré beaucoup de temps jusqu'à le moment actuel. On le voit avec l'écocide à Gaza, mais l'écocide partout, on fait en Cisjordanie aussi.
Et on peut dire que le Nakba était une catastrophe écologique. Et moi, je fais partie d'un collectif des éditrices, éditeurs indépendants. On a publié un journal libre qui s'appelle La Pastèque. Et le dernier numéro, c'était autour de ça. C'était autour de le Nakba comme catastrophe écologique. Donc, c'était toujours là. Et la raison pour laquelle la Palestine m'intéresse, et j'ai passé le temps là-bas, j'ai travaillé avec les gens de là-bas, c'est que, en fait, c'est la Palestine qui m'a enseigné le plus autour des questions de la justice et injustice environnementale. Oui, c'est le plus évident pour moi, c'est le plus extrême, exemplaire, mais aussi c'est le plus, j'ai appris le plus là des pratiques de la résistance. Donc oui, pour répondre, c'est exemplaire à mon avis, mais je crois qu'aussi il y a une deuxième manière de répondre et de rebondir à cette phrase d'Escobar, c'est si on pense depuis la perspective de l'environnementalisme, l'écologie en Europe, par exemple, en Amérique Nord, l'Occident, entre guillemets, c'est totalement important que la Palestine, c'est au centre du débat. Moi, je ne vais pas nommer les événements, les groupes, les assos, mais c'est possible qu'on ait invité de parler de l'écologie et que la Palestine n'est pas nommée. Donc, on doit juste vraiment renverser les choses et la Palestine doit être au centre des débats de l'écologie politique. Ouais. J'ai une petite question pour Adam et après je reviens vers vous pour évoquer une expérience que vous avez bien suivie sur le terrain. Adam, est-ce que finalement, en tant que penseur du décolonial, Fanon, il peut aujourd'hui être un outil, alors posthume et déplacé, dans tous les sens du terme, mais est-ce qu'on peut utiliser Fanon pour se décentrer aussi d'une perspective restrictive à l'humain et penser le vivant non humain depuis Fanon? Est-ce que tu observes comme ça une métabolisation de Fanon à d'autres endroits qu'une pensée décoloniale un peu old school? Oui. Ok, merci. Non, je pense que, et j'ai beaucoup apprécié les commentaires de Sheila, merci beaucoup. J'ajouterais seulement qu'il y a des travaux fanoniens sur l'écologie, comme elle le sait bien sûr, par exemple de ce penseur suédois Andreas Malm, qui écrit beaucoup de Fanon dans ses livres. Et pourtant, c'est pas un anachronisme. Ou c'est pas ventriloque, c'est pas un Fanon ventriloque. C'est absolument un anachronisme. Il est autorisé. Mais les écrits de Fanon, ils vivent toujours. Alors, les appropriations, les usages de Fanon vont continuer à se transformer. C'est ce qui se passe avec les écrits d'un penseur important. Ça se passe avec Marx, par exemple. Et je suis assez explicite, je crois, dans mon livre que bien que j'essaie de présenter le Fanon historique, je n'essaie pas d'avancer une lecture correcte de ses écrits, parce qu'à mon avis, ses écrits se prêtent à plusieurs interprétations. Sheila, vous êtes toujours avec nous? On ne vous voit plus à l'écran, c'est pour ça. On veut vous retrouver. Vous nous entendez? Super. Oui. Vous disiez, c'est inacceptable, enfin, il y a quelque chose d'intolérable et d'envisager les mouvements écologiques sans mentionner la Palestine. Vous avez suivi de près, sur le terrain, une expérience qui a comme nom Sakia, mais qui est un réseau, enfin vous allez le décrire mieux que moi, qui se passe en Cisjordanie. Je pense qu'il y a ici plein de gens qui ne connaissent pas Sakia. Est-ce que vous pouvez nous décrire de quoi on parle et qu'est-ce que ça vous inspire, vous, d'un point de vue intellectuel et aussi d'arsenal pour les luttes à venir?
Ouais. Donc, merci. Le chapitre que vous avez évoqué, Réenchanter la terre d'Harmonie depuis Ramallah, c'est inspiré par ce projet qui s'appelle Sakia. Et c'est parti d'un bouquin édité par Fatima Ouassek qui vraiment aborde ces questions de... Terre et liberté, au lien qui libère. Oui, des points aveugles dans le champ d'écologie sur la question de l'antiracisme. Donc, c'est une écologie qui essaie de reprendre, de reprendre la question de la terre, mais sans le faire dans le sens écofasciste, avec les liens assez violents, exclusifs vers la terre. Mais bon, le Sakia, c'est un projet qui était fondé par l'artiste Nida Sinokrot et l'architecte Sarah Kawazmi. Il y a plusieurs années, mais c'est juste pendant quelques ans qu'ils avaient trouvé un endroit concret, physique pour le faire. Et en fait, c'est juste au dehors de Ramallah, dans un village qui s'appelle Ankinia. Et c'est un endroit hallucinant, c'est tellement beau, mais c'est vraiment dans un quartier, un espace qui est super contrôlé par les Israéliens. Et en fait, c'est un projet qui s'appelle Sakia, Art, Sciences et Agriculture. C'est un projet expérimental pédagogique qui essaie d'accueillir les artistes, les scientifiques, les paysans, les gens de l'art, mais aussi eux, ils accueillent les gens de l'étranger. Nida, par exemple, il enseigne à MIT aux États-Unis, donc il fait les petites summer school avec ses étudiants et ils accueillent. Ah mince, Sheila. Alors. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que, alors, en attendant que Sheila nous rejoigne, j'espère vraiment qu'on va la retrouver. Adam, tu voulais poser une question à Sheila ou tu voulais réagir et ajouter quelque chose et peut-être après on pourra lui restituer ce que tu disais. Je me permets de répondre à tes questions précédentes sur bien sûr. La pertinence de Fanon. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de... Et son déplacement aussi. Oui, exactement. On a beaucoup parlé de Fanon dans d'autres contextes. Sheila, vous êtes là? Excuse-moi, Adam. Oui. Oui, ça y est, on vous entend. On vous écoute sur Sakia. Est-ce que... Allô? Ça marche? Ouais, nous, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez? Ok. Mais... Vous pouvez nous décrire, Sakia, ce qu'ils font concrètement sur le terrain? Oui. Merci. Oui, c'est un type d'école. En fait, c'est un projet sur lequel ils essaient de réparer la terre, là. Ils font une restauration des bâtiments très, très vieux, mais ils ont le champ, le terrain. Ils font une pratique de ce qu'ils appellent rewilding pédagogie, qui veut dire le rewilding, c'est la pratique de réensauvagement. Donc, ils essaient d'enseigner c'est quoi réensauvager, donc réparer la terre, réparer la biodiversité là. Mais c'est aussi un projet qui essaie de réensauvager la pédagogie même. Donc, ça veut dire de repenser vraiment les hiérarchies de la pédagogie, de l'épistémologie en général. D'inviter les paysans, les agroécologistes, les gens du quartier, d'être les enseignants aussi. Et là, ils font des projets, oui, avec des artistes, mais aussi ils font des choses comme les journées d'études, les pratiques de la cultivation comment on dit, les spécies un peu plus sauvages, la construction des murs avec les anciennes techniques. C'est tout autour de revenir aux pratiques plus traditionnelles de l'agriculture, de la cultivation en Palestine. Mais c'est vraiment basé sur la question des communs. J'imagine que les gens dans le public sont
au courant avec cette pratique mondiale des communs contre le capitalisme, contre la propriété. Donc, c'est une manière de repenser comment on peut pratiquer, faire le commoning, c'est une pratique, là, dans le contexte du néolibéralisme assez avancé à Ramallah, avec toutes les questions foncières, la spéculation des propriétés, tout ça, mais aussi de l'ancrer vraiment dans le contexte palestinien. Il y a une pratique, une histoire super intéressante du commun qui s'appelle Machar. Et donc, c'est une pratique de faire commun, mais avec les connaissances traditionnelles, la culture, les chansons, les pratiques d'art, tout ça. Et pour revenir à la question de Fanon, je crois que même qu'il ne l'encadre pas à travers de la pensée de Fanon, c'est là qu'on peut vraiment voir une pratique, un exemple de son appel au damné de la terre, de se soulever, mais aussi de créer un autre monde. Parce que si on pense comme Adam vient de dire, c'est la décolonisation, c'est un choc, c'est violent, bien sûr, mais c'est vraiment un désordre absolu. Mais c'est l'appel d'un chemin vers un autre monde qui n'est pas basé sur le colonialisme, évidemment, mais aussi le capitalisme, cette relation avec la terre qui le voit comme une ressource à exploiter. Donc là, il montre l'histoire coloniale à Sakya, mais aussi il répète les possibilités d'être dans une relation assez différente, un peu plus soutenable dans le bon sens du terme, avec la terre. Il y a qui dit terre dit aussi des savoirs, des façons de faire, des connaissances. On a évoqué ça ce matin aussi, la perspective, l'empreinte de la colonialité sur nos perceptions des savoirs, sur les labellisations, etc. Quand vous parlez de réenchanter la terre, vous êtes aussi dans une vision émancipatrice du partage des savoirs, c'est-à-dire que c'est le sujet sachant qui œuvre. Ouais, exactement. Oui, j'ai utilisé ce terme parce que c'est assez au courant pour les gens un peu anticapitalistes. Il y a le travail de Silvia Federici, la féministe marxiste, qui, elle parle de cet enjeu de réenchanter le monde, de trouver les autres moyens au dehors du capitalisme, de cette logique de la propriété, mais elle parle aussi de cet enjeu de réenchanter la terre. Ça veut dire de reconstruire une relation avec la terre. Et ça prend une forme différente dans les différents endroits. Et moi, j'avais juste dit dans ce chapitre que c'est mieux si on pense de la terre comme la terre damnée, si on pense de réenchanter la terre dans le contexte colonial. Et qu'au-dedans de ça, il y a aussi un endroit pour la question de la spiritualité, qui est quelque chose qui est assez... Bon, les gens sont un peu réactifs évidemment, parce qu'il y a tous les problèmes qui arrivent avec la religion et la violence qui arrivent avec ça. Mais c'est pas la religion comme monothéiste, c'est la spiritualité avec un monde animiste, par exemple, ou les pratiques de l'agriculture, les pratiques de la cultivation qui prennent vraiment en sérieux les liens avec les non-humains, les spectres, les spirites, les djinns, je sais pas. Donc ça, c'était le but d'insérer cette question de réenchanter la terre. Chez la Chèque, je crois qu'Adam Schatz voulait vous parler. Tu voulais dire quelque chose? Ouais. Non, je voulais dire que c'est impossible de mettre en lumière tous les sujets que Fanon a abordés dans ses écrits, mais je ne veux pas oublier deux choses qui me semblent très importantes et qu'on n'a pas discuté. C'est que Fanon avait beaucoup de choses à dire sur le post-colonial et la menace
d'une prise de pouvoir des bourgeoisies nationales et de l'émergence des dictatures dans ce qu'il appelait le tiers-monde, ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être le Global South, qu'il était très critique des élites postcoloniales avec comment on dit, prescience. Une intuition. Oui, avec une intuition qui est assez surprenante quand tu considères qu'il est mort en 61. Et la deuxième chose, c'est que les écrits de Fanon résonnent beaucoup aussi dans notre monde occidental. Il faut rappeler que quand Fanon a commencé à écrire, il ne parlait pas exclusivement, ou même pour la plupart, du monde colonial. Il parlait des sociétés, il parlait aussi des sociétés occidentales et de l'expérience des Noirs dans des sociétés majoritairement blanches. Et ce n'est pas un accident qu'un rappeur comme Rossé, qui a grandi entre l'Algérie et les banlieues, était inspiré par les écrits de Fanon, qu'il a découvert pas en Algérie, mais en France. Et les écrits de Fanon, surtout Peau noire, masque blanc, avaient résonné beaucoup avec un jeune homme à moitié algérien, à moitié juif français, à cause de ses expériences de racisme, de la violence policière et de ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce que les réacs appellent aujourd'hui l'islamo-gauchisme. L'analyse de Fanon dans le chapitre Algérie voilée dans l'enceinte de la révolution algérienne, il y a des résonances profondes avec la réaction des élites françaises contre la voile, tout le discours autour des musulmans et de leur soi-disant incapacité de s'assimiler à un modèle français. Et Fanon, les critiques de Fanon, à mon avis, sont très importantes pour la décolonisation de nos sociétés occidentales aussi. Merci. Et donc Rossé dont parle Adam, c'est Rossé qui sera l'an prochain à l'édition 2026. Sheila, on va prendre des questions dans la salle. Vous ne voyez pas la salle, mais vous pouvez entendre les micros normalement. Et nous, on vous voit toujours à l'écran, on garde le double écran. Je peux juste ajouter quelque chose en réponse à ce qu'Adam vient de dire, parce que je crois que c'est super important d'évoquer les banlieues. Vous êtes en France, moi je suis en Brésil en ce moment, mais quand je parle de la terre, dans la question de l'écologie décoloniale, c'est pas du tout juste la terre dans je sais pas, la nature, entre guillemets. C'est aussi la terre dans les villes. Et c'est super important, ces questions dans les banlieues. Et c'est pour ça que le travail de Fatouma Wassek, mais plusieurs autres personnes, c'est super important aussi de la question dans laquelle, et c'est aussi à travers de l'islamophobie que les gens sont, ils n'ont pas le droit d'avoir une relation avec la terre, d'être propriétaire, mais aussi de soigner la terre. Donc, l'islamophobie, c'est super important là, et c'est aussi vraiment important dans la lutte écologique en France avec le mouvement décolonial qui souligne cet aspect de l'islamophobie. Voilà. Merci Sheila. On reste avec vous. Vous êtes toujours à l'écran dans la salle. Alors, on a un petit quart d'heure pour des questions à Adam, à Sheila. Merci d'être indulgent. Elle est au Brésil. On arrive quand même miraculeusement avec ce dispositif. Ouais. Un petit quart d'heure qui va se transformer en 10 minutes. Mais vous pourrez continuer à échanger. Sheila est joignable par mail. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Levez la main, s'il vous plaît.
Adam pourra répondre aussi à vos questions le reste du festival. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne des questions groupées parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et puis il faut qu'on règle le film après. Donc, on va prendre des questions groupées, 1, 2, 3. Voilà. Une question brève à Adam. Éclairez-nous sur 2 choses. Le biopic récent sur Fanon, est-ce que vous... Oui, ça le fait déjà rire. Deuxième vous question. Vous l'avez vu, monsieur? Oui, c'est pour ça que je comprends pourquoi il y a. Et puis les rapports éventuels entre Francis Janson et Fanon, puisque Janson était quand même le porte-flingue, pour Camus en tout cas, de Sartre. Quel rapport on peut imaginer ou qu'est-ce qu'on sait? Vous en parlez sans doute dans votre biographie. Oui, tout d'abord, merci pour la qualité de cette intervention, de tous les intervenants d'ailleurs. Vous m'avez fait découvrir un psychiatre, moi qui ai travaillé à Lyon, je ne connaissais pas, Monsieur Fanon, entre autres également militant. Bon, j'aurais différentes questions à aborder, je vais utiliser et poser une seule question. Prenez-en une. Il y aurait tellement de choses à dire. Non, voilà, je voulais juste savoir si, d'après la lecture que vous faites de Sartre, est-ce que les révolutions doivent obligatoirement passer par l'arme, c'est-à-dire par la violence, pour aboutir, ou en tout cas pour essayer d'aboutir plus vite? Je viens sur d'autres méthodes, entre guillemets, si je m'en réfère au Mahatma Gandhi, qui, Dieu sait, a été, je veux dire, à la fois maintenu sous le joug d'une colonisation énorme, qu'elle soit dans le sud de l'Afrique et ensuite en Inde, et qui est arrivé à une décolonisation totale, pas complètement comme il l'aurait souhaité, mais par la non-violence. Premier point. Et deuxième exemple, même si après ça s'est transformé malheureusement, deuxième exemple, Nelson Mandela. Voilà, qui a quand même beaucoup œuvré alors que son pays était totalement en crise, qui lui a vraiment vécu près de 2/3 de sa vie emprisonné, mais qui malgré tout a voulu avancer, non pas face à face, mais ensemble. Voilà. Merci madame, on a très peu de temps. Est-ce qu'il y a une troisième question? Et après le reste sera informel. Alors peut-être, Adam, tu peux commencer à répondre. Il y a beaucoup. Oui, tu vas faire un effort. Non. Excellente question, merci. Je pense qu'on attend toujours un grand biopic de Fanon. J'ai vu les 2 biopics. Il y a des aspects intéressants dans les 2, le biopic algérien, le biopic guadeloupéen, mais le film guadeloupéen me semble un peu trop Spielbergien, mais sans les moyens de Spielberg. Et le film algérien, très austère, minimaliste, pas aussi puissant qu'on aurait voulu, à mon avis. Mais la question de Janson, oui, Janson est un personnage important dans le livre parce qu'il était le premier éditeur de Fanon. Il a rédigé Peau noire, masque blanc. Il a donné le titre au livre parce que le titre de Frantz Fanon était un essai sur la désaliénation du noir. Peau noire, masque blanc, un peu plus rock'n'roll à mon avis. Fanon et Janson se sont rencontrés plus tard, fin 56, début 57, quand Fanon est venu en France. Après avoir été expulsé d'Algérie, ils ont eu 2 conversations assez tendues. Janson a beaucoup admiré Fanon, mais il avait en même temps un peu peur de lui, un peu peur de sa militance. Et la chose que je trouve assez frappante dans la vie de Janson, c'est que Janson devient psychiatre plus tard. Il a étudié la psychiatrie, il a passé beaucoup de temps dans un hôpital, mais dans son livre « Éloge de la psychiatrie », il ne parle jamais de Fanon, il ne parle jamais du modèle de psychiatrie que Fanon
a aidé à développer avec François Tosquet à Saint-Alban et puis dans sa clinique et dans à Tunis. Et ça, je trouve un peu étrange. Mais certainement une figure passionnante. Il y a une scène remarquable dans le film La Chinoise de Godard où Janson est interviewé par Anne Wiazemski qui joue une jeune militante maoïste. Et c'est très intéressant parce que Wiazemski est très étonné parce que Janson ne soutient pas sa décision de mettre une bombe à la Sorbonne. Et il explique les raisons pour lesquelles cette stratégie ne marcherait pas en France. Est-ce que Fanon aurait été d'accord avec Janson ou avec cette étudiante? Je ne sais pas, mais c'est une question qui est intéressante à y penser. Sheila, est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Non. On est en train de boucler la séance, Sheila. OK. Alors, la dernière question. La dernière question sur la violence et sur les pistes anticoloniales. Vous avez raison de souligner qu'il y a plusieurs trajets qui ont mené à la décolonisation. Et chez Fanon, il y a des raisons autobiographiques, même psychologiques, qu'il a mis le doigt sur la violence. C'était un homme très masculiniste. C'est un homme qui était très ambivalent à l'égard de l'histoire de son propre pays, la Martinique. Et c'est pour ça qu'il était très attiré par la lutte armée. Mais c'est aussi qu'il était très influencé par le modèle algérien. Il se trouvait en Algérie et le modèle de la décolonisation dans le livre, c'est l'Algérie. Et c'est pour ça qu'il insiste sur la violence. Pourtant, j'ajouterais que dans les contextes que vous avez cités, les exemples de l'Inde et de l'Afrique du Sud, oui, c'est vrai que Gandhi a mené un combat pacifique et c'est vrai que Mandela a utilisé la lutte armée d'une façon qui a pour la plupart évité les dégâts civils. Ce n'était pas un combat à la Hamas, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on voit après la libération de l'Inde et l'émancipation de l'Afrique du Sud? On voit dans les deux cas beaucoup de violence. C'est la violence de partition entre Inde et Pakistan. Cette violence était énorme. 1 million de morts. Et la violence qui s'est exprimée en crime, par exemple, en Afrique du Sud, était aussi formidable. Alors, je pense que Fanon dirait que dans tous ces contextes, même si les mouvements indépendantistes n'utilisaient pas la violence, il y a des pulsions violentes qui existent dans tous ces contextes. Merci Adam. Merci Sheila. Merci infiniment. C'est très compliqué ce que vous avez fait. Dialoguer avec un auditoire, avec un deuxième invité. C'est très difficile. Merci Sheila de votre patience. Je ne vois pas, mais bon. Merci beaucoup Sheila. On a réussi quand même à comprendre, je crois, ce que vous portiez et des exemples très précis. Merci infiniment pour ça Sheila. Et merci Chloé.